Il est vrai que depuis un certain temps, je réserve le 27 mars pour rappeler aux plus jeunes le sens de la démission lorsque on est convaincu, on se rend compte de manière irréversible que dans l'agir pour soi, pour l'intérêt général et pour l'ensemble de la communauté, il devient difficile de concilier sa conscience et son identité. Mais ce n'est pas l'objet de ce qui nous réunit. J'ai réservé une autre circonstance, d'autres occasions pour en discuter, pour me consacrer à cela. J'ai fait ces petits rappels pour dire que la présente séance est réservée exclusivement et tournera exclusivement autour du thème que j'ai évoqué. Chers collègues, mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs, vous savez les conditions dans lesquelles, sous le prétexte de réformes pourtant inopérantes, le pouvoir dit de la rupture s'est attaqué au fondement de la démocratie et de l'état de droit en faisant basculer notre pays dans un régime de type dictatorial. La crise et l'impasse politique consécutive à cette dérive dictatoriale, orchestrée par le pouvoir dit de la rupture, contre les engagements collectifs pris par le peuple béninois à l'issue de l'historique conférence nationale de 1990, a constitué le principal déclencheur, la cause fondamentale de la lutte de résistance nationale pacifique et non violente que nous portons aux côtés des larges masses populaires de nos villes et de nos campagnes depuis la confiscation du pouvoir législatif en 2019. Tout le monde se souvient du coup de force du certificat de conformité, vecteur d'exclusion, source de la mise à mal de la paix, de la cohésion nationale, car étant une intrusion arbitraire dans le processus électoral alors en cours. Tirant leçon de cet état de choses et des conditions dans lesquelles les élections communales de 2020 ont été perverties et détournées à d'autres fins, nous avions en juillet 2020, dans une déclaration majeure de la résistance nationale, alerté et mis en garde les uns et les autres contre l'absurdité que constitue l'inconséquence de prétendre candidater efficacement contre une dictature, et spécialement dans le cas de Patrice Talon et du pouvoir de la rupture, une dictature totalement forcenée, dans un contexte d'accaparement et de verrouillage du système et de tout ce qui a trait à l'organisation, j'allais dire à l'ingénierie électorale de notre pays, dans la perspective des élections présidentielles de 2021. Vous vous souvenez tous que nous avions sorti une déclaration signée par moi-même et une déclaration qui a été érigée au statut de manifeste de la résistance nationale, qui interdisait à tous les acteurs politiques d'être candidats aux élections présidentielles projetées pour 2021. Personne au Bénin ne peut nier cela. Nous étions allés plus loin en disant qu'on ne candidate pas efficacement contre une dictature. C'est impossible. Nous avions dit aux acteurs, si vous prenez l'option de candidater contre une dictature, soit vous jouez à 3 faux jeux. Le premier, soit vous êtes complètement ignorant, vous ne connaissez rien à la politique. Le deuxième, soit vous êtes complice. Le troisième, soit vous êtes traître de la cause. Tout le monde peut nous rendre témoignage de cela. Autant nous avons indiqué ces 3 types d'individus qui vont prendre le hasard d'aller se cogner contre la dictature lors d'une élection, autant nous avons dit qu'il y a 3 sorts réservés aux personnes de ce genre. Nous étions allés jusqu'à dire, si vous candidatez dans ces conditions contre une dictature, soit vous irez au cimetière, dans un cercueil, soit vous irez en prison, soit vous irez en exil. C'est ce que nous avions dit. Nous n'avions caché cela à personne dans ce pays. On ne candidate pas efficacement contre une dictature. Une dictature, on la fait reculer ou on la fait chasser. Nous n'avions jamais cessé de répéter cela. Sourds à la déclaration sus-évoquée et au conseil que je viens de rappeler, les uns ont succombé par ignorance, quelques-uns par l'aveuglement des ambitions politiques totalement immatures et précoces, certains par leur inconséquence, d'autres par la traîtrise. Hélas,
Quelle n'était pas notre peine de voir plus d'un nous couvrir de toutes sortes de préjugés, de dénigrements, d'injures et même de salissures. Nous avons été l'objet de tout ça. Le but était de ternir au moyen de railleries inconscientes nos alertes de mise en garde avisées, pourtant fruit de tant d'années d'expertise et d'expérience politique des plus avertis et des plus loyaux de notre pays envers l'intérêt général. Je ne manque pas de modestie quand je vous dis ça. Nous disposons d'une expertise avérée, avertie, inviolable et incorruptible. Nous ne sommes pas nombreux comme ça dans le pays. La suite, nous étions dans la cohérence et le droit chemin. Et nos détracteurs étaient dans l'imprévoyance, dans l'irréflexion. C'est ça ce qu'ils faisaient. Ils étaient dans l'imprévoyance et l'irréflexion. Chaque acteur politique concerné peut désormais tenir des leçons bien sûres de ce qui se passe. Désormais, chaque acteur béninois a des éléments factuels pour tenir des leçons. À défaut d'être des leçons de vie, c'est des leçons pour pouvoir entrer dans l'arène. Pour notre part, nous gardons un grand regret de n'avoir pas été ni compris, ni suivis par certains acteurs politiques, parmi lesquels des candidataires dont les aveuglements ambitieux continuent de créer des torts incommensurables à la lutte de résistance nationale que personnellement nous coordonnons. Notre seule consolation était la puissance de notre conviction. Notre seul espoir était la pertinence de la cause, qui est notre leitmotiv. Notre courage était la détermination que dégageaient nos vaillantes populations. À ces vaillantes populations résistantes, nous ne cesserons jamais, avec respect et humilité, de rendre hommage. C'est pourquoi, avec un grand plaisir, j'ai invité certains délégués, certains grands militants, à vivre ce point de presse avec la presse, ce qu'il y a de meilleur pour moi et de plus sain aujourd'hui dans la presse nationale complètement dévoyée. Je voudrais malgré tout réitérer sans l'ombre de la moindre confusion et que cela soit clair. Je voudrais réitérer d'un côté notre exigence de la libération sans délai et sans condition de tous les détenus politiques et de l'autre la levée de tous les obstacles susceptibles d'entraver le retour apaisé de tous les exilés politiques qui désireraient rentrer chez eux. Personnellement, c'est pour nous des exigences incompressibles, tant pour le parti Restaurer l'Espoir que pour la résistance nationale, des exigences légitimes et incompressibles qui, rappelons-nous, ne doivent cependant en aucune façon signifier le solde en soi de la lutte pour les libertés, la réhabilitation de la démocratie, le rétablissement de l'état de droit, le solde de la lutte de résistance nationale en cours. Ceci est d'autant plus important que certains pensent, et à tort, qu'il suffit que des détenus soient libérés, que des exilés rentrent pour que la lutte de résistance s'arrête. C'est faux. La libération des détenus politiques, je pèse les mots, la levée de tous les obstacles au retour apaisé de tous les exilés politiques, je pèse également les mots, sont pour nous des exigences non discutables, non négociables. Cependant, nous voudrions insister sur le fait qu'il ne s'agit pas que ces personnes soient libérées, il ne s'agit pas que les exilés retournent pour qu'on dise que la lutte que nous menons a pris fin. Chers collègues, mesdames et messieurs, les journalistes, mesdames et messieurs, comme vous le constatez, il s'agit donc de deux chantiers qu'il ne faut pas confondre. Deux chantiers. Et c'est cela que nous devons vous rappeler. Ces deux chantiers sont, le premier, la situation des détenus et exilés politiques, et le second chantier est celui de la réhabilitation de la démocratie, du rétablissement de l'état de droit que nous sommes en train d'évoquer ici, sont ce qui nous réunit ce soir. Et la question que nous voulons poser pour entrer dans le vif du sujet est où en sommes-nous sur ces deux chantiers? Si nous avons réuni la presse, c'est pour poser la question, faire le point, où en sommes-nous sur ces deux questions? Sur la question de fond, qu'est la démocratie et l'état de droit, vous constaterez qu'il se répand malheureusement une vaste supercherie qui consiste à faire de l'autorisation contrôlée du Parti Les Démocrates à participer à la parodie électorale du 8 janvier, le solde des dérives dictatoriales et meurtrières du pouvoir et de la rupture. Vous comprenez très bien. Parce qu'on a autorisé de manière contrôlée le Parti Les Démocrates
a participé à la parodie électorale du 8 janvier dernier, les gens commencent par répondre que c'est le solde de la lutte enclenchée. C'est le solde du combat contre les torts fait par Patrice Talon au fondement de la République. Nous disons non. Cette vaine supercherie justifie de notre part une clarification politique nécessitée par le devoir de veille, de sensibilisation et d'éveil de nos valeureuses populations. La réalité est que la parodie électorale du 8 janvier 2023 se révèle une grossière arnaque de légitimation factice d'une dictature manifestement rejetée et largement minoritaire au sein des populations. Vous devez tenir que les élections législatives du 8 janvier, dans les conditions où elles se sont déroulées, au vu des résultats auxquels on est parvenu, constituent une grosse arnaque. Une grosse arnaque. Pourquoi? Parce que vous allez entendre un peu partout, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur, dire que non, le Bénin est devenu démocratique. Le Bénin a retrouvé les reflets démocratiques. Je dis non, c'est de l'arnaque. C'est un temps où, paraît-il, on déclenche une opération contre les arnaqueurs. Vous devez déclencher une opération contre cette arnaque. Parce que c'est de l'arnaque politique. La réalité est que la parodie électorale du 8 janvier se révèle une grossière arnaque de légitimation factice d'une dictature. En ce qui concerne la situation carcérale des détenus politiques, elle demeure des plus insoutenables au regard des cris de détresse de certains et de nombreux d'entre ces détenus politiques, lesquels cris de détresse franchissent les murs des prisons, traversent même les échos et traversent même et vont hors du pays. Ces cris stridents, ces échos stridents franchissent l'opinion publique et interpellent à plus d'un degré, j'allais dire à un plus haut degré, notre conscience de simple citoyen et également notre statut de meneur d'hommes. Quels étaient les partis politiques dits de l'opposition? Ces partis politiques étaient FCBE, MPL, les démocrates et affiliés. Quel était le discours de chacun de ces partis politiques? FCBE, MPL, les démocrates, avant le 8 janvier 2023. C'est le lieu d'évaluer les responsabilités. Alors que la situation du pays peut être illustrée à travers deux types de chapitres. Le chapitre touchant aux détenus et aux exilés politiques et le chapitre touchant au fondement même de la lutte, la question du rétablissement de la démocratie, de l'état de droit, des libertés, des droits politiques, économiques et sociaux, de la réhabilitation de l'image démocratique du pays, qui était une mission confiée à chaque citoyen béninois à l'issue de la conférence nationale de 1990. Tout le monde connaît quel est notre discours et notre position. Mais quels étaient ces partis d'opposition? Vous devez les retenir. Et ils étaient MPL, ils étaient FCBE, ils étaient les démocrates. N'oubliez jamais que nous avions dit à tout le monde que l'opposition est un concept en démocratie et que lorsque la dictature s'installe, le concept d'opposition devenait inopérationnel, caduc pour prendre l'expression de l'autre. Donc vidé. Nous avions dit ça dans ce pays. Nous avions dit, on a dit à ce monsieur, c'est une dictature, parce que ce monsieur, Patrice Talon, a chassé tout le monde du Parlement, a confisqué le pouvoir législatif, et est rentré dans l'exercice d'un pouvoir personnel. À partir de cet instant où le Parlement, qui est le siège du peuple, et l'origine, le berceau, le foyer même de la démocratie, est confisqué et volé, nous ne sommes plus en démocratie. Et parce que nous ne sommes plus en démocratie, nous ne pouvons plus parler d'opposition. Toutes les forces d'opposition, tous les partis d'opposition devraient immédiatement prendre la posture de mouvement de résistance. C'est ce que nous avons professé partout. Les gens n'ont pas voulu suivre. Ils ont dit qu'ils sont des opposants. Ils ont des partis politiques. Quels sont ces partis politiques? Nous devons dire plusieurs fois leur nom pour que le peuple désormais s'en méfie. Ces partis étaient FCBE, MPL et démocrates. Je répète une fois. Quel était le discours de ces partis politiques avant le 8 janvier et quel est actuellement le discours de chacun d'eux? Toutes ces formations politiques dites de l'opposition prétendaient et juraient publiquement que par les urnes conditionnées par le dictateur. C'est ridicule. Les urnes ne sont pas les urnes du peuple, ne sont pas les urnes de consensus.
ne sont pas les unes de la démocratie, c'est les unes du dictateur. Ces unes sont conditionnées par le dictateur. Et vous dites que vous irez mettre vos bulletins dedans. Et quand vous allez finir de mettre les bulletins dedans, c'est le dictateur qui va comptabiliser. Est-ce que dans ces partis politiques, il n'y a pas d'historien des élections? Est-ce qu'au Bénin, il n'y a pas une spécialité qu'on appelle l'histoire des élections qu'on enseigne dans nos universités? Quelqu'un a-t-il écouté Staline pour dire une élection, ce n'est pas ceux qui mettent le bulletin dans les urnes, mais c'est ceux qui comptent le nombre de voix. Staline. Et celui qui va compter les bulletins ici, c'est le dictateur, c'est Patrice Talon, c'est le pouvoir de la rupture, c'est ça Sénat, c'est ça Cour constitutionnelle. Vous savez, je remercie les organisateurs, le comité de veille stratégique de notre parti Restaurer l'Espoir, qui a proposé le thème et qui a fait le développement que je suis en train de vous présenter. Ces formations ont-ils pu leur discours là, quand ils disaient que par les unes du dictateur, les unes conditionnées par le dictateur, eux, ils vont vaincre la dictature, avoir la majorité et mettre en déroute Patrice Talon et la rupture. Ils l'ont pu. Ils ne sont pas dans cette salle. Mais je vous dis, aucun dans ces partis politiques n'a pu. Et vous le savez. Plus perfide est le discours bourré d'arnaque du parti Les Démocrates, qui a recouru à de la flatterie en se servant de la situation carcérale de certains détenus politiques, de celle de certains exilés, pour capter de manière imméritoire certains suffrages et motifs inconsciemment égarés par le piège de leur sophisme hypocrite. C'est ce que les démocrates ont fait. Ils avaient un discours bourré d'arnaque, de flatterie, et en se servant de la situation carcérale de certains, de la situation des conditions de certains exilés, y compris même leur nom, ils ont su, de manière rusée, capter, sans en avoir le mérite, des suffrages émotifs. Parce que c'est des gens qui disent, je suis contre Talon, je suis contre la rupture. Est-ce que ça suffit? Ces gens ont fait piéger leur suffrage, tellement ils ont été baignés par le sophisme hypocrite du parti Les Démocrates. Où en sont-ils aujourd'hui à présent, les démocrates? Où en sont-ils? Après tout ça, où est-ce qu'ils en sont? Le 8 janvier est l'échec du discours de l'opposition politique et la mise en déroute du parti MPL, FCBE et les démocrates, et de tous les discours des personnalités politiques et civiles qui leur sont proches. C'est l'échec, le 8 janvier, c'est l'échec, la mise en déroute de l'opposition. Rien ne s'appelle opposition quand il y a une dictature. Ils sont en déroute. MPL, déroute. FCBE, déroute. Démocrates, déroute, échec. Tous les discours. J'ai vu des personnalités qui faisaient des discours. Votez les démocrates, soutenez les démocrates. C'est de faux discours. Nous allons vous démontrer les verres mobiles tout à l'heure. À l'hôtel Bel Azur de Grand Popo, à l'occasion de la retraite politique festive du parti Restaurer l'Espoir, tenue le 18 février 2023 autour du thème législatif de 2023, échec de la compromission et défi, nous avions largement mis en relief ce triste constat qui discrédite au plus haut degré ces personnalités et ces partis politiques dites de l'opposition. La mascarade qui fait office factice d'opposition se révèle au vu au su de tous exagérément obsolète avec l'emboubement du MPL. Vous avez vu comment le MPL s'est emboubé? Je ne veux pas dire les débats que vous avez entendus. C'est malsain. Le déshabillage des FCBE. Vous avez vu comment les FCBE ont été déshabillés? La domestication du parti Les Démocrates, devenir un machin recru à la portion congrue, surédenté et abusivement désonglé et dégriffé. C'est ça. On les a enlevés, cassé les gencives. Ils n'ont plus de dents. On peut s'amuser dans leur bouche. On les a dégriffés, désonglés. Ils ne peuvent même griffer personne. C'est triste. Piteusement inoffensif. Que peut faire ce parti à ce pouvoir? Rien. L'atmosphère politique actuelle est celle d'une ignoble désillusion, ayant tout l'air d'un gâchis politique caractéristique des oppositions de pacotilles vendeuses de rêves et de chimères et d'illusions. On voit ces oppositions de pacotilles un peu dans la sous-région, dans l'espace francophone. Des oppositions de pacotilles qui amusent la galerie. Redoutant les conséquences dévastatrices de cette grosse désillusion, de leur fourvoiement, certains expriment le regret de s'être allés à des compromis. Avez-vous écouté le président Soglo? Vous l'avez écouté? Je me suis laissé aller à des compromis. Un euphémisme
pour ne pas dire dans des compromissions. Nous ne mentions pas. Nous avions vu ce qui se tramait. On va vous expliquer tout, avec détail. Redoutant les conséquences dévastatrices de cette grosse désillusion de leur fouvoiement, certains expriment leur regret de s'être allés à des compromis, confère Nicéphore Soglo. D'autres, pour en cacher leurs calculs hypocrites, exclament leur impuissance. Les démocrates. La chimie électorale ne nous a pas été favorable. Nous sommes impuissants. Quoi? Ils avaient été prévenus. D'autres sont subitement devenus aphones. Vous les attendez encore? L'un en appelle maintenant à un débat public et contradictoire. Nicéphore Soglo. L'autre se confie à la pitié du pouvoir dit de la rupture, un pouvoir pourtant réducteur des libertés et déstabilisateur de la démocratie. Vous savez, ce qui se passe au Bénin est ahurissant. On vous a dit ne faites pas. Ils ont fait. Dès qu'ils ont vu le danger venir, ce n'est pas encore venu. Le danger viendra, la désillusion, les conséquences viendront pour leur image, pour eux-mêmes, pour tous ceux qui se compromettent. Ils ne savent pas ce qu'on appelle une dictature. Quand ils vont poser la question à certains, ils vont comprendre. Nous parlons d'expérience. Nous sommes fiers de ça. Ce n'est pas acheté. C'est du vécu. On a eu ces expériences-là avec le temps, avec l'épreuve, la souffrance, les égratignures. Nous sommes formés de cela. C'est pourquoi nous parlons comme ça. Nicéphore Soglo. Maintenant, on appelle aux Béninois. Les démocrates, nous sommes impuissants. Et grave, nous nous en remettons à nos bourreaux et nous comptons que nos bourreaux vont nous aider à s'en sortir. Mais il parle à qui? Il parle à qui? Ses collègues? Mesdames, messieurs les journalistes? Mesdames et messieurs? C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Par décence, nous passons sous silence la posture déjà très déshonorante de certains néopoliticiens, pour le moment empêtrés dans les balivernes de leur espièglerie, de leur escroquerie politiciens, j'allais dire. Il y a de petits jeunes politiques qui ne comprennent rien, qui sont dans des petites saletés, ils pensent que c'est ça la politique. Les jongleries, les escroqueries, ils pensent que c'est ça. Les vociférations sans contenu. Au lieu d'avoir un peu de patience, de prendre de poids, de prendre notes, de digérer les notes, d'avoir le courage d'indiquer leurs écoles, ils rasent les murs. Chers collègues, mesdames et messieurs les journalistes, le discours politique ne peut pas se soustraire des circonstances de sa nécessité. Aucun discours politique ne peut se soustraire des circonstances de sa nécessité, sans s'exposer comme une absurdité et sans conduire à l'égarement de son propre objet. Le discours politique est un discours de circonstances qui nécessite sa production, sa prononciation, et ce discours doit porter sur des objets qui intéressent et pour lesquels on doit demander des comptes à celui qui est l'auteur de ce discours. On ne prononce pas un discours politique comme si on l'a prononcé dans un désert ou dans du vide. Un discours politique rattrape son auteur qui doit justifier de son objet. C'est pour ça que le discours politique ne peut être déconnecté, ne peut pas renier, ne peut pas se soustraire de ces circonstances, des circonstances dans lesquelles il a été prononcé. En le faisant, le discours renie son auteur, discrédite son auteur, égare son objet. C'est très important ce que nous sommes en train de vivre dans ce pays. Ce que nous sommes en train de vivre dans ce pays est très très dramatique. Nos populations doivent se poser plusieurs questions. L'une de ces questions, chers collègues, mesdames et messieurs, c'est la solution pour vaincre une dictature. La solution pour vaincre une dictature n'est pas dans l'obsolescence de l'opposition. Cette solution est dans l'efficacité de la résistance nationale. Personne, ceux qui vont venir devant le peuple, devant vous journalistes, pour dire que la solution pour vaincre une dictature est dans l'obsolescence de l'opposition, dites-leur non. Dites-leur que la solution pour vaincre une dictature est l'efficacité de la résistance nationale. Dites-leur que l'obsolescence de l'opposition est par essence une absurdité dans un contexte de dictature. Et c'est cela que vous allez chercher, ce que cachent les larmes de crocodile que versent maintenant certains pôles de cette opposition visiblement fantoche. Vous avez écouté ces derniers temps, les gens versaient des larmes de crocodile. C'est le lieu de vous dire ce que cachent ces larmes de crocodile que certains cachent. Nos populations et nos citoyens ont un grand besoin qu'on rappelle quotidiennement à leur sagesse la chronologie de certains événements apparemment anodins, mais qui sont de véritables repères indispensables pour mieux appréhender les grands enjeux politiques de notre pays. Chaque citoyen doit pouvoir se faire son propre jugement
sur la bonne foi ou la mauvaise foi de chaque acteur politique, toutes catégories confondues. Le rôle de l'homme politique, du meneur homme politique, c'est aussi ça. Nous devons rappeler constamment à nos populations les éléments. Nous devons décrypter, leur expliquer, parce que ce n'est pas leur activité. Nous qui avons comme activité, nous qui nous intéressons à la politique, c'est notre devoir d'apporter à nos populations les éclairages nécessaires. À partir de ces éclairages, les populations pourront faire leur propre jugement sur la bonne foi ou la mauvaise foi de chaque acteur. Ce jugement, nous en avons besoin en ces temps-ci. Que cachent les larmes de crocodile que baissent maintenant certains pôles de cette opposition visiblement fantoche. En février 2022, et nous venons petit à petit au cœur de notre entretien. En février 2022, tout le monde a été témoin des images affichant clairement les accolades entre Nicéphore Soglou et Patrice Talon. Vous l'avez vu? En février 2022, tout le monde les a vus dans l'enceinte du palais à l'occasion des propagandes exagérées autour de l'exposition politique de certaines œuvres d'esprit dites pillées lors de la colonisation. Ces deux personnalités abhorrant de la souris, l'une des récriminations actuelles de Nicéphore Soglou. Tout le monde a vu ça. Nous partons d'éléments factuels et nous devons appeler chacun à ses actes. Ensuite, tout le monde a vu les embrassades théâtralisées, largement médiatisées, lors de la cérémonie propagandiste ayant marqué les festivités du 1er août 2022, entre le même Nicéphore Soglou et avec le même Patrice Talon. Mais c'est rapide et ça s'accélère. Pourquoi les processus qui ont conduit à ces deux faces, à l'évidence politique, n'avaient pas fait l'objet de débats publics et contradictoires préalables? Pourquoi? Pourquoi un matin, on découvre Nicéphore Soglou en train d'embrasser Patrice Talon, sans qu'il y ait rien? Bon, on a beau dire, c'est les œuvres pillées. Peut-être, et ça n'a pas manqué. L'un serait homme de culture et serait intéressé par voir les œuvres. C'est à nous dire, je refais toujours à l'histoire, que De Gaulle allait accompagner Hitler visiter l'Arc de Triomphe ou la Tour Eiffel, où Mandela allait accompagner De Klerk, où ces geôliers, les téméraires de l'apartheid, allaient visiter les bords de Sun City. Les gens prennent l'intérêt général et le peuple pourquoi? Pour de l'amusement. Nous allons les décourager de faire ça. Et la manière de les décourager, c'est de dire aux populations, voilà l'image. Ensuite, tout le monde a vu ça, au 1er août. Pourquoi? La démocratie doit s'accommoder en ce qui concerne les affaires publiques de transparence. L'opacité en amont, dans les affaires publiques, couvre des suspicions dont l'une des conséquences est l'érosion et la ruine de la confiance publique, préjudiciable à la crédibilité en politique. Dans une lettre publique, le président Nicéphore Soglou, un semestre à peine après ses enjouements publics avec Patrice Talon, écrit qu'il aurait fallu un débat public contradictoire, préalable, en ce qui concerne Sébastien Adjavon, et si celui-ci devait subir un bannissement avec le sort réservé à ses biens, à savoir la mise aux enchères par la justice, Nicéphore Soglou écrit, si je n'avais pas le moindre signe de retenue devant son âge, j'allais dire, il ose écrire que si Sébastien Adjavon devait subir un bannissement, il aurait fallu débattre de ce processus de son bannissement et de la mise aux enchères de ses biens. Il aurait fallu débattre cela publiquement et contradictoirement. Lui là, Nicéphore, quand il allait embrasser l'autre, il en a débattu publiquement et contradictoirement. Question, pour reprendre l'expression d'un pasteur ivoirien, dont les éléments parlent souvent de questions, ça m'amuse. Ce faisant, le président Soglou nous pousse à lui demander contre quelle garantie il avait gaiement tronqué les accolades et les embrassades, l'étalage de larges souris et même des éloges à l'endroit de Patrice Talon. Contre quelle garantie? Il avait quelle garantie quand il faisait ça? N'est-ce pas ce même Nicéphore Soglou qui traitait ce même Patrice Talon de toutes les immondicités? Vous n'en avez pas appris? Quand il traitait ce même Patrice Talon de toutes les immondicités? Pourquoi il n'a pas expliqué? Pourquoi le peuple n'a pas débattu au préalable le processus qu'il a amené là-bas? Il a un impératif moral que le processus de ce revirement à 180 degrés observé dans le discours du président Soglou à l'endroit de Patrice Talon, dont il se souvient soudain, la ruse et la rage du gouvernement eût été aussi débattu publiquement et contradictoirement. Je voudrais faire observer aux uns et aux autres que cela n'a jamais été le cas avant que ce même Nicéphore Soglou ne gratifie de félicitations les réformes de ce même Patrice Talon.
Réforme au prétexte desquelles, chers amis, mesdames, messieurs les journalistes, réforme au prétexte desquelles on a persécuté, on a détricoté des piliers fondamentaux de la liberté, des libertés, du renouveau démocratique, ébranler l'état de droit, déposséder des citoyens, pousser à l'exil des citoyens, emprisonner et tuer des citoyens au nom de ces réformes. M. Soglo se lève, félicite ces réformes, félicite Talon. Nous étions là, nous regardions tout ça. C'est lui ça. Et je me souviens de tout ce qu'il disait de Patrice Talon et d'autres collaborateurs de Talon, au point où les enfants de ces collaborateurs ont failli battre. Vous connaissez la suite. Triste hallucination, pathétique. Dans cette atmosphère des accolades et embrassades subitement admiratives à l'endroit de Patrice Talon, le président Boni Yayi, pour ce qui lui est trait, s'est fendu d'émerveillement devant les murs repeints du palais de la présidence de la République, un lieu si métamorphosé selon lui, au point qu'il s'est exclamé ne plus reconnaître. Voilà l'autre comédie. Yayi va au palais, s'exclame devant des peintures de murs. C'est ça qu'il est allé faire, peinture. On parle de dictature qui ébranle, qui broie. Et tu vas là-bas. Et ce qui t'intéresse, c'est les peintures. Que tu as fait 10 ans et tu te perds. Mais là n'est pas le cynique. Le cynique, c'est lorsqu'il déclare avoir confié à la bienveillance de son ami et frère Patrice Talon le règlement des doléances, une liste jointe, en insistant, dit-il mensongèrement, au nom de la nation. Mesdames, messieurs les journalistes, chers collègues, où et quand la nation a confié à Boni Yayi de telles doléances? Où et quand? Où et quand la nation a confié ça? Nous avions balayé Yayi du pouvoir depuis. Nous lui avons confié quelle doléance à remettre à la bienveillance de quel, monsieur? Nulle part. Le présent renseigne souvent donc, sur le passé, dit-on. À quoi ont abouti toutes les mises en scène entre Talon, Yayi et Soglo? C'est une question. C'est une question. À quoi ont abouti les mises en scène entre Talon, Yayi et Soglo? Tenez-vous bien et soyez attentifs. Autant à la démocratie, à l'état de droit, on a abouti à l'autorisation du parti Les Démocrates pour se substituer au parti FCBE dans le rôle de faire valoir et de tentative de légitimation factice de la dictature du pouvoir dit de la rupture. C'est tout. Toutes les rencontres que Talon, Yayi et Soglo ont eues sur la question de l'état de droit et de la démocratie, la seule solution est l'autorisation du parti Les Démocrates à aller remplacer le parti FCBE pour servir de faire valoir et de légitimation factice de Patrice Talon de sa dictature. C'est tout. C'est ça. Pas plus. À la situation carcérale des détenus politiques et au sort des exilés, on a abouti à la loi 2022 du 19 octobre 2022. Il est important que nous marquions un arrêt sur cette loi pour que vous compreniez ce qui s'est joué. Tout ce que Yayi Boni et Soglo sont allés faire avec Patrice Talon sur le premier chapitre, démocratie, état de droit, c'est autoriser le parti Les Démocrates à aller aux élections pour se substituer, pour remplacer les FCBE dans le rôle de faire valoir de légitimation de la dictature. Point barre. Mais sur l'autre côté, l'autre chapitre qu'on a évoqué tantôt, qui est le chapitre des détenus et des exilés politiques, on a abouti à quoi? On a abouti à une loi qu'on appelle la loi numéro 2022, votée le 4 octobre 2022 et promulguée le 19 octobre 2022. Cette loi, tout le monde cache ça. Parce que le poteau rose sur les détenus, le sort des détenus et des exilés se trouve là. Et c'est notre rôle de vous expliquer les tenants et les aboutissants et le processus. À la situation carcérale des détenus et au sort des exilés, on a abouti à la loi numéro 2022-19, une loi votée le 4 octobre 2022 et promulguée le 19 octobre 2022. Ainsi, l'intérêt général se trouve dès lors, une fois encore, distancé, bien distancé par les calculs personnels et privés de ces six illustres personnalités. Pour cause, désormais, les anciens présidents de la République ne crient plus au non-règlement par Patrice Talon et par son gouvernement des principaux avantages et commodités éventuelles liés au statut d'ancien président de la République. Vous voyez un peu, avant ces mises en scène, les présidents, certains, ils ne sont pas nombreux, un ou les deux, criaient que le pouvoir de Patrice Talon, son gouvernement, tarde à régler ou refuse ou s'oppose au règlement des avantages et des commodités liés à leur statut d'ancien président. Vous les avez encore entendu parler de ça? Vous les avez encore entendu parler, évoquer ça? Ça a été réglé. Cependant, pendant que ça a été réglé, la ruse et la rage embrassent toujours le quotidien de la nation.
Une atmosphère de terreur et d'inquiétude sociale se répand toujours jusque dans le panier de la ménagère. De lourdes hypothèques continuent de toujours peser sur les libertés, les droits politiques, économiques et sociaux. Notre jeunesse, déconsidérée, toujours livrée à elle-même et réduite à la débrouillardise avec son lot de travers à la normalité. L'économie, les finances, les ressources et l'aptitude manuelle, intellectuelle et l'expertise nationale, toujours victimes de la psychologie de désert de compétences et davantage exposées aux érosions, à la double érosion, aux érosions simultanées de la corruption et de la dépossession. C'est ce que le Bénin vit. Nous sommes pris dans deux courants dangereux, le courant de la corruption et le courant de la dépossession. Parce qu'un des nôtres, que nous avons mis devant, traite tout le désert de compétences. Le chef est le VIP de la nation. Le chef est celui qui est le premier responsable du marketing de la nation. Un chef qui doit faire le marketing de son produit de la nation ne peut pas dire que c'est un désert de compétences. Nous en souffrons. Le Bénin souffre. Et les conséquences vont traîner pendant des décennies. La démocratie et l'état de droit, toujours menacés et plus que jamais verrouillés, ont terni l'image du pays et déclassé sa réputation démocratique. Allez sur Google n'importe où. Nous sommes plus un pays démocratique, nous sommes déclassés. Ceux qui nous aiment parlent de démocratie mixte, d'autres parlent de totalitarisme. De toutes les façons, nous ne sommes plus démocratiques. La fracture nationale crève le fond et menace profondément la paix, la cohésion nationale. Nous devons tous nous convaincre de cet état des choses très alarmant et en conséquence nous outiller politiquement pour y faire face. Nous avons besoin de nous outiller. Ne vous inquiétez pas. Ça prendra le temps que ça prendra, mais descendez, allez former les gens, allez les informer, allez leur parler. L'âme principale que nous avons, c'est de parler aux gens. Il convient donc de lever un coin de voile sur cette aberration générée par la compromission de certaines forces politiques, forces et personnalités politiques, dites de l'opposition, afin d'éclairer la lanterne des populations et d'appeler la conscience de chaque acteur politique à sa responsabilité. Si le fiasco de l'opposition est factuel et irréfutable sur le chantier des libertés, des droits politiques, économiques, sociaux, de la démocratie et de l'état de droit, un flou continue hypocritement d'être tissé autour de la situation des détenus et des exilés politiques. Ce flou est autour des circonstances et de la chronologie de la loi numéro 2019, du 19 octobre 2022, votée à l'unanimité le 4 octobre. Écoutez très bien, cette loi, le décret de sa transmission a été pris en septembre par Patrice Talon en Conseil des ministres. Et la loi a été votée le 4 octobre en session extraordinaire et à l'unanimité. À l'unanimité. Nous étions le 4 octobre. Le 19, Patrice Talon l'a promulgué. Retenez toujours cette période. Le libellé exact de cette loi est la loi numéro 2022 du 19 octobre 2022, votée à l'unanimité le 4 octobre 2022, modifiant et complétant la loi numéro 2012-13 portant code de procédure en République du Bénin. Vous voyez très bien. Il y a une loi en vigueur qui est la loi portant code de procédure pénale au Bénin. Aucun événement n'est venu, mais nous sommes à la veille du dépôt des dossiers de candidature qui commence le 2 novembre. Et à cette veille, il y a eu une prise d'un décret précipitamment, un vote en session extraordinaire, un vote à l'unanimité qui modifie le code de procédure en cours pour introduire quoi? Ouvrez bien les oreilles, tendez bien les oreilles, pour introduire une autorisation au président Talon de suspendre l'exécution des peines pour tout détenu qui en fait la demande à titre humanitaire et social. À titre humanitaire et social. C'est ça le contenu de la loi. En effet, à partir de cet instant, le recouvrement ou non de la liberté à titre dérogatoire est susceptible d'être commis plus tard en grâce pour des détenus, y compris politiques, est scellé par la loi en question. Cette loi scelle désormais la possibilité ou non d'être libre ou non, même si vous êtes condamné. Il suffit d'en faire la demande au président Patrice Talon à titre humanitaire et social et vous serez libéré. C'est ça, ce qu'on vous cache, c'est ça. Cette loi est une modification orientée du code de procédure pénale, juste à l'effet d'autoriser le président de la République, Talon, à accorder à son tour et à tout détenu l'autorisation de ne pas purger ses peines pour une période de 5 ans renouvelable une fois. Pour ce faire, il faudra que le détenu ait été sous le coup d'une condamnation définitive. Observez très bien.
pour bénéficier de ça, vous devez avoir été sous le coup d'une condamnation définitive. Et vous devez commencer par purger votre peine. Et c'est comme ça que vous allez écrire maintenant au président pour lui dire, à titre humanitaire et social, pardon, permets-moi, non pas de supprimer les peines, mais permets-moi d'aller m'occuper de l'humanitaire et du social. Et mes peines sont toujours là, décalées. Il y a une translation de peine à titre provisoire. C'est une loi comme ça. C'est l'aboutissement de la compromission. Vous comprenez pourquoi des gens de notre trempe, de notre formation, de notre parcours, on les salit, on les peint de préjugés inutiles, gratuits. Parce que ça là, on ne peut pas s'asseoir, on va faire ça devant nous. Celui qui va faire ça n'est pas né. Fais ça là devant nous. Oui, cette suspension provisoire ne concerne aucunement les amendes qu'il encourt. La chronologie de cette loi renseigne que son décret de transmission, je vous l'ai expliqué, les conditions dans lesquelles ce décret de transmission, c'était en septembre, le vote le 4 octobre à l'unanimité, la promulgation le 19 rapidement. Cette chronologie révèle qu'il ne sera pas du tout aisé à l'hypocrisie plaintive actuelle de certaines personnalités forces politiques dites de l'opposition de clamer qu'elles n'étaient pas toutes ignorantes des tenants et des aboutissants de cette loi, une loi bizarre qui n'est qu'une manigance législative intervenue en pleine pré-campagne et surtout à la veille de l'ouverture du dépôt des candidatures pour la parodie électorale législative du 8 janvier 2023. Le contexte de la prise de cette loi est celui des conciliabules Talon, Yahi et Soglo. Personne ne peut nous dire que ce n'est pas ce contexte, qu'on cesse de grimacer. Quand on se fout voir, il faut faire amende honorable. C'est inadmissible. À l'analyse, l'érection de cette loi indique clairement à tout acteur politique mature 3 choses au moins. Et écoutez, c'est très important. Quand vous avez entendu, quand on prend une telle loi, dans un tel contexte, lorsqu'on prend une telle loi, vous devez en déduire 3 conséquences immédiatement. La première est qu'aucun consensus n'a été trouvé entre Talon, Yahi et Soglo sur le statut de prisonnier politique, de détenu politique. Il n'y a pas eu de consensus. Il y a eu achoppement. Parce que, d'un côté, un côté dit, ils ne sont pas arrêtés pour des faits politiques. Même si c'est à l'occasion des activités politiques, ils sont arrêtés pour des faits qui ne sont pas politiques. L'autre côté dit non, ils sont arrêtés pour des faits politiques. Ils ne sont pas exilés pour des faits politiques. L'autre côté dit non, ils sont exilés, se sont exilés pour des faits politiques. Lorsque ce débat est en cours et qu'on prend une telle loi, vous devez savoir qu'il n'y a pas de consensus sur le statut des prisonniers. Premier point. Deuxième point, lorsqu'il existe la possibilité d'amnistie et qu'on prend une telle loi qui s'écarte du chemin de l'amnistie, vous devez savoir que ceux qui sont partis négocier ont échoué sur le terrain de l'amnistie. C'est comme ça. Nous avons été tous à l'école. Nous avons la capacité, l'esprit critique, l'esprit de raisonnement. Il y a la voie de l'amnistie. Mais on laisse cette voie, on prend une loi hybride et bizarre qui s'écarte du chemin de l'amnistie. Ce qui veut dire que les conciliabules entre Soglo, Yahi et Talon ont achoppé, ont échoué sur le chantier de l'amnistie. Troisième conséquence que tout acteur mature peut déduire, c'est que cette loi refuse la grâce immédiate. Cette loi est une loi qui diffère la jouissance de la grâce parce que cette loi dit non, vous allez sortir à titre humanitaire et social, mais vos peines sont toutes là, tout est là. Et vous pouvez faire pour 5 ans. On peut renouveler une fois 10 ans. Et c'est après 10 ans que votre peine initiale peut être commuée en grâce. Donc, c'est une loi qui diffère la grâce pour ces personnes pour 10 ans. Troisième conséquence. Pourquoi les stratèges, les experts, les intelligents, les dirigeants, la crème et la raison de ces partis politiques ne peuvent pas venir vous dire c'est là leur échec. Les conciliabules entre Soglo, Yahi et Talon ont achoppé sur ces 3 considérations et le révélateur est la prise de cette loi, la promulgation de cette loi. C'est le révélateur. Ces 3 considérations qui précèdent signifient l'existence d'un mur demeuré étanche entre Talon d'un côté, Yahi et Soglo de l'autre, sur la question cruciale des détenus et des exilés politiques. À l'évidence, la piste de cette acrobatie législative a tout l'air d'une
grâce différée qui ne prendra effet qu'à l'issue d'une période de 10 ans maximum d'exemption de l'exécution effective des peines définitives. Les principaux responsables dits de l'opposition étaient parfaitement au courant de cette loi, de cette redoutable épée de Damoclès, pour reprendre la pertinente inquiétude d'un des leurs, Eugène Azatassou, confère les parutions dans les quotidiens du 18 octobre, 19 octobre. Donc il ne peut pas dire, venir devant vous et dire non, nous ne savions pas le danger, puisqu'il y a Eugène Azatassou, un des leurs, qui a dit, attention, c'est une épée de Damoclès sur la tête, sur nos têtes. Cette loi transformera le pays ou les hommes politiques en prison à ciel ouvert. Mais Eugène Azatassou n'a pas été suivi. On lui a rabattu rapidement le caquet et il s'est tué. Et c'est là. Nous donnons les références, nous citons. Dans ces conditions, les détenus politiques définitivement condamnés, ceux en détention provisoire et ceux condamnés par contumace en cavale ou en exil, doivent regarder la réalité en face. À partir de cet instant, ils doivent regarder la réalité en face. Ils doivent tirer toutes les conséquences politiques quant à la sincérité, au sérieux, à la capacité des personnalités des partis politiques dits de l'opposition, en l'occurrence du parti Les Démocrates, et aussi quant à la capacité de Nicéphore Soglo et de Yahya Boni de les sortir d'affaires, afin que ces derniers cessent de se servir de leur malheur comme fonds de commerce politique ou gagé de chantage politicien. La loi dont j'ai évoqué des références à plusieurs reprises, cette loi 2022-19 du 19 octobre 2022, illustre à tout point de vue le cynisme avec lequel des personnalités politiques et le parti Les Démocrates ont sacrifié le sort des détenus politiques, celui des exilés et de leurs biens contre la seule participation de Les Démocrates aux élections législatives du 8 janvier 2023 sur fond de compromission. Peut-on faire ça? On va sacrifier parce qu'on dit allez aux élections, on va sacrifier les gens pour ça. C'est ça ce qui est grave, inacceptable même. Le débat que nous posons est un débat de fond. En réalité, on devait faire de cette séance une conférence publique, mais nous avons voulu, avec une brochette bien de la presse, parler pour qu'ils aient des éléments. Que faire à présent? À présent, que faire? Devant un si calamité état des lieux, il convient d'interroger l'intérêt des forces et des personnalités politiques dites de l'opposition, notamment le parti Les Démocrates, à agir de manière si désinvolte, hasardeuse, si absurde, alors qu'ils avaient une pleine conscience de l'évidente aridité de leur compromission. Ils savaient que leur compromission était stérile. Stérile sur les questions de la démocratie et de l'état de droit, stérile sur le sort des détenus et des exilés politiques. À tout point de vue aride. En vérité, ces personnalités forces politiques n'étaient pas dans une démarche de l'intérêt général. Individuellement et collectivement, chacun avait usé d'artifices pour profiter de cette crise et de cette impasse politique, s'en servir comme une occasion pour certains de tenter de se sécuriser financièrement. Elles ont pris des modèles qui leur servent de référence, pour d'autres d'en tirer des faveurs particulières et privées, et pour les plus cruels, une aubaine pour des règlements de comptes vengeurs et opportunistes. Vous devez comprendre ce qui se joue. Ce qui se joue, ce n'est plus le sort de ces détenus, de ces prisonniers. Leur sort est scellé. Ceux qui parlent, ceux qui vont vers Talon pour les défendre, savent que leur sort est scellé, dès que cette loi est prise. Leur sort est scellé dès que le parti Les Démocrates a accepté, sous fond de conclusion que nous avons vues, aller à une élection sans préalable, sans modification, ni de loi, ni rien du tout. Le couloir de la mort est là. Et ils ont vu la chute là-bas. Ils rentrent dedans. Tout est fini. Nicéphore Soglo, Yahya Boni, le parti Les Démocrates et ces gens de l'opposition ont fini toutes leurs cartouches. C'est fini. C'est fini. Ce qui est en jeu, ce n'est plus la démocratie et l'état de Dieu pour ces personnes. Ce qui est en jeu, ce n'est plus le sort des détenus, ni les conditions des exilés. Ce n'est plus ça. C'est fini, c'est réglé. Ce qui est en jeu, c'est trois choses. Pour certains, c'est une occasion pour avoir une sécurité financière sur 3 ans. Je vais vous démontrer ça tout à l'heure. Pour d'autres, c'est une occasion pour capter des avantages, des faveurs. Parce que qui aide le roi s'attend à ce que le roi l'aide. C'est une formule classique. Le roi est toujours regardant pour toute personne qui l'a aidé ou qui l'aide. Mais troisième chose, en dehors de la sécurisation financière, on va dire des rentes politiques, en dehors des captations de faveurs et de la bienveillance entre griffes des princes du moment, il y a quelque chose qui est encore grave. C'est une occasion pour des responsables
du parti Les Démocrates de régler des comptes, d'écarter, d'enterrer définitivement certains qui pouvaient leur faire ombrage une fois libre et absous de toute charge. C'est un homme politique qui vous parle. La politique est cruelle et meurtrière, sans état d'âme. On se souvient des conditions dans lesquelles certains ont été candidats pour les démocrates. On se souvient des conditions dans lesquelles d'autres ont été candidats pour d'autres formations. On se souvient des querelles. On se souvient de qui voulait être et qui s'est vu évincé. Critiquant même que c'est parce que tel aurait plus d'argent et plus de relations que tel qui était en pole position a été écarté. Belle occasion de vengeance et de règlement de comptes politiques. C'est ces trois choses-là que vous devez retenir. Mais, en dehors de la vengeance et de règlement de comptes, il y a quelque chose que je dois vous dire. Pour un montant de l'ordre de 108 millions de francs CFA par député, oui, pour un montant de l'ordre de 108 millions de francs CFA, en tout cas, je vous le dis, chaque député, sur la période de 3 ans, doit gagner entre 2 500 000 et 3 millions. Si nous y mettons les avantages, j'ai été parlementaire pendant 5 mandats, je sais comment ça se passe. Chacun peut atteindre une moyenne autour de 108 millions par député, auquel doit s'ajouter un gain collectif pouvant être de l'ordre de plus du milliard lié au statut du chef de file de l'opposition et au titre de l'aide publique de l'État au financement des partis politiques sur la période ouvrant 2023-2026. L'intérêt général a été mis aux oubliettes. La Cour de la résistance nationale trahie et le sort des détenus et exilés politiques sacrifiés. C'est alléchant. C'est bien alléchant, n'est-ce pas? Les gens qui étaient à moins de 200 000 francs, moins de 200 000 francs par mois, certains qui étaient même à 0 francs, consultez bien la liste, et qui se voient bombardés sur une période comme ça, avec d'autres avantages connexes et autres là, parce que le pouvoir crée des attraits. Je sais de quoi je parle. En effet, si la réelle motivation de les démocrates et des anciens présidents Nicéphore Soglo et Boni Ayi n'était pas distrait par des desseins inavoués, inavouables, sur des calculs personnels, privés et opportunistes, la seule option conséquente devant tout mur de la dictature est le préalable non négociable de la décrispation comme impératif. La première exigence de ce préalable, un basique enseigné dans toutes les écoles de militantisme, on enseigne ça. Moi je me souviens, dans les années, un peu après les années 1980, quand nous avons eu la chance d'être cooptés par des aînés pour être formés, la première des choses qu'on nous a enseignées, lorsqu'un de vos camarades est arrêté, vous devez faire de sa libération une priorité. On n'abandonne jamais un militant. Parfois, je n'ai pas eu la chance de vivre ça parce que je n'ai pas fait l'armée pendant longtemps. Parfois, lorsqu'un corps tombe, lorsque quelqu'un tombe, on ne laisse pas son corps. Ce n'est pas seulement le compagnon de lutte qu'on défend, mais on défend son corps. Donc, lorsque vous allez, avec cette expérience qu'on connaît à certaines personnes, et que vous avez un mur de la dictature qui est devant vous, qui dit non, 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 à la liberté, à la vie, au bien, vous ne devez plus embrasser cette personne. Vous ne devez plus aller aux élections avec cette personne. Vous arrêtez et vous en faites un préalable. Ce qu'on appelle, j'ai discuté avec le doyen tout à l'heure, avant de venir ici avec les responsables du parti, ce qu'on appelle les non négociables. C'est ça que vous serez en train de tirer. Parce que le dictateur a besoin de vous. Il veut une légitimation. Lui, il ne cherche que ça. Et c'est en ce moment précis que vous devez poser le préalable, être intransigeant, infranchissable aussi. Si lui, il est infranchissable, vous devez être infranchissable. Et vous allez attendre celui qui va céder. C'est un jeu d'échecs. C'est un jeu d'échecs. On ne fait pas ce qu'ils ont fait. Le basique qu'on enseigne dans toutes les écoles de militantisme, c'est ce que nous appelons le préalable. Ce préalable est non négociable. Et quel est le contenu de ce préalable non négociable? Ce préalable non négociable, le premier contenu qu'on demande, c'est la décrispation. Vous ne pouvez pas aller embrasser Patrice Talon tant qu'il n'y a pas la décrispation. Les gens sont en prison et vous embrassez leur bourreau. Ça veut dire quoi? Les gens sont en exil et vous embrassez. Vous faites des accolades, vous avez le sourire large. Vous allez jusqu'à dire, nous félicitons les réformes. Grâce à ces réformes, le bourreau entrera dans l'histoire. Les vôtres sont en prison. Vous ne les défendez pas. Vous défendez autre chose. Et cette autre chose que vous êtes en train de défendre, certainement, on a commencé par vous les faire. Il n'y a pas de sourire gratuit en politique. Je sais de quoi je parle.
En politique, il n'y a pas de gratuité. On ne fait pas. Si vous voyez quelqu'un dire, je l'ai fait comme ça, réfléchissez un peu, fouillez avant de le croire. Si vous fouillez, vous pouvez faire votre propre jugement. Vous savez, plus que de simples prisonniers politiques, le minimum est que leurs camps politiques respectifs ne devraient jamais céder en ce qui concerne leur statut d'otage politique et exilés politiques, et les exilés politiques de persécutés politiques. Tous devant être traités avant tout comme des victimes de l'arbitraire. C'est ce qu'on nous a appris. Lorsque un des vôtres est dans les conditions de ces détenus et dans les conditions de ces exilés, vous ne devez jamais abandonner qu'ils sont des otages politiques. Ce ne sont pas seulement des prisonniers politiques. Vous allez même dépasser l'étape du statut de prisonnier politique pour aller à l'étape d'otage politique. Parce que le vocabulaire a un sens dans le combat. Un prisonnier, c'est trop bas. C'est des otages, des gens qui vivent la persécution de l'arbitraire. C'est ce vocabulaire que les gens vont comprendre pour venir à votre secours. Un prisonnier, non. Et les exilés, vous devez cesser de dire qu'ils sont des exilés. Vous devez se dire que c'est des persécutés qui sont persécutés sous l'arbitraire. Ils sont victimes de l'arbitraire. Il y a un vocabulaire pour chaque chose. Vous allez chez les médecins, il y a le vocabulaire de bistouri, de cire, d'anesthésie, de tout ça là. Vous allez chez le menuisier, il y a le vocabulaire de clou, de marteau, de burin. On ne mélange pas les vocabulaires pour être libre. Ces messieurs ont péché. À quoi peut-il servir d'aller embrasser tout sourire un pouvoir de ruse et de rage, comme l'est celui dit de la rupture, d'aller émerveiller avec enjouement le chef d'un tel pouvoir arbitraire qui dresse et maintient un mur dictatorial implacable contre la liberté, les biens, la vie des individus et personnalités que vous prétendez défendre? À quoi peut-il servir d'évoquer une quelconque bienveillance à une certaine mais c'est ridicule, d'évoquer une confiance à une certaine bienveillance d'un tel chef, d'un tel pouvoir si déviant, dit de la rupture, alors que vous avez la pleine conscience que celui-ci s'oppose dans l'immédiat à la voie de l'amnistie et même à celle de la grâce à des individus et personnalités que vous prétendez défendre. Nous devons interroger la responsabilité de Nicéphore Soglo et de Boniaï et les retombées de leurs allers-retours enjoués avec Patrice Talon. Aucune solution fiable ne peut être également attendue ni de l'opposition au sens du parti MPL, FCBE et les démocrates, ni de l'impuissance parlementaire ignoblement revendiquée par les responsables de ce parti, ce dernier parti. C'est pourquoi nous réitérons notre préconisation d'une lutte de résistance nationale, pacifique et non violente. Nous appelons aux actions ci-après. Intensifier la lutte de résistance nationale, pacifique et non violente. Nous devons continuer la lutte. Exiger la tenue du dialogue national inclusif, assorti du préalable de la décrispation, par la mise en liberté sans délai et sans condition de tous les détenus politiques et la levée de tous les obstacles au retour apaisé de tous les citoyens béninois poussés à l'exil pour des raisons politiques. Dénoncer, condamner le parti Les Démocrates à cause, d'une part, de sa trahison de l'intérêt général et d'autre part, de son option hasardeuse, porteuse d'échecs politiques et préjudiciable au relèvement démocratique de la nation. Dénoncer, condamner la commercialisation politicienne de la situation des détenus et exilés politiques par des responsables du parti Les Démocrates. Condamner, récuser l'inaptitude de certaines personnalités dans le règlement de la crise et de l'impasse politique actuelle pour incapacité, fourvoiement, discrédit, compromission. Dénoncer et continuer d'exiger l'abrogation de la loi 2022-19 du 19 octobre 2022, votée à l'unanimité le 4 octobre 2022 et modifiant et complétant la loi numéro 2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale en République du Bénin, dite loi de suspension des peines. 7. Appeler les forces politiques et civiles à se désolidariser du pouvoir dit de la rupture, de ces suppôts dont l'un est le parti Les Démocrates, et à rejoindre massivement la résistance nationale. Manifestement, la diffusion, il y a quelque chose que vous devez comprendre, la diffusion pondérale du parti à l'Assemblée nationale, au sein de l'Assemblée nationale du parti Les Démocrates, est de l'ordre de 0,25. Prenez le nombre de 28, vous divisez par 109, ça fait 0,256. Alors que en 2019,
la diffusion parlementaire de toute l'opposition qui s'est montée contre le pouvoir de la rupture était 21 divisé par 83, c'était dans l'ordre de 0,253. Donc, au premier chiffre, c'est 0, au deuxième chiffre, c'est 0,2, au troisième, c'est 0,25, avant aujourd'hui. Mais les conditions ne sont plus les mêmes. Le contexte de 2019 n'est pas le contexte d'aujourd'hui. Donc, le parti Les Démocrates est complètement fini. Ça a des diffusions pondérales de 0,25. 3 fois moins que la diffusion pondérale du pouvoir de la rupture qui est 0,75. Que peut numériquement cette formation? Rien. Au niveau des masses populaires, c'est-à-dire au sein de la population, il y a aussi quelque chose qui va vous étonner. Au sein de la population, cette diffusion pondérale fait du parti Les Démocrates, mais le parti Les Démocrates dans la minorité. Puisque au sorti des élections, les 60% de Béninois ont dit non à Patrice Talon, à la compromission, à tous ceux qui l'ont rejoint. Donc, que ce soit UP, BR, Patrice Talon, tout son appareil, plus Yahi Boni, Soglo et tous les hommes politiques autour de la galaxie, les démocrates, ajoutés à FCBE, MPE et MPL, tout ça là, ils sont à 40% maximum. C'est-à-dire le vrai chiffre, c'est 38%. Nous leur donnons 40% parce que c'est pas un problème. Ils sont à 40% au plus. Chiffre officiel. Or, nous savons bien qu'ils ne sont pas là, ils ne sont pas à ce taux. La conséquence, la lecture directe, c'est quoi? C'est qu'en réalité, les démocrates ont été incapables de faire basculer sur eux les 60%. Ils sont incapables. Ils ne sont rien dans la population. Rien du tout. C'est pourquoi ils font cet tapage. Puisque dans les 40%, ils sont minoritaires des 40%. Et la rupture est majoritaire de la minorité. Donc les démocrates se retrouvent minorité de la minorité. C'est les chiffres. Vous devez travailler avec les chiffres. Vous devez travailler avec les chiffres. C'est pour ça que ce que vous devez comprendre en réalité, c'est un parti politique à la remorque, à la traîne du pouvoir de la rupture, du fait de sa compromission politique. Ils sont à la remorque. Ils ne peuvent rien faire. Sans le pouvoir. Vous avez vu dernièrement, ils disent, ils veulent faire une loi d'amnistie, mais avec le pouvoir. Ils ne peuvent rien. Mais il faut la grimace en attaquant de manière fausse devant vous, théâtrale devant vous, celui qui veut les aider. Comment quelqu'un veut vous aider, vous attaquez la personne? Vous comprenez déjà qu'ils sont dans une autre dimension. Ils ne sont plus dans la dimension de l'intérêt général. Ils riment, ils font du théâtre. C'est des professionnels du théâtre, ça, monsieur. C'est des comédiens. Je crois que c'était des bouboudites. Non, ils sortent des grandes écoles de comédie. Vous voulez prendre quelqu'un qui va... Est-ce qu'on attrape une mouche avec des vinaigres? Ils ont appris ça où? Nos populations doivent se sevrer de la duperie politique en cours avec ces messieurs. Et retenez le point ci, après je vais terminer là-dessus. Premier point, que la dérive dictatoriale du pouvoir dit de la rupture n'a en rien reculé ou cédé et en tiré toutes les conséquences politiques en vue du resserrement des rangs de l'intensification de la résistance nationale. Ce pouvoir n'a cédé à rien. La lutte est intacte, totale. Et nous continuerons le combat. Deuxième, que les allers-retours de Boni Yahi et de Nicéphore Soglo chez Patrice Talon demeureront improductifs dans la mesure où leurs seules retombées sont d'une part la substitution du parti FCBE au parti Les Démocrates dans l'ignoble rôle de sous-traitance et de faire valoir de la dictature, et d'autre part la loi que j'ai citée plusieurs fois, numéro 2022-19, que vous pouvez tous consulter, du 19 octobre 2022, votée à l'unanimité le 4 octobre 2022, modifiant et complétant la loi 2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale, dite loi de suspension des peines, porteur de dévastatrices conséquences pour la liberté, les droits politiques, les biens et la vie des détenus et des exilés. Cette loi leur est complètement, c'est-à-dire c'est dévastateur comme loi. C'est dévastateur. Ils sont finis avec cette loi. Parce que quand ils vont sortir avec cette loi-là, ils ne pourront rien faire. Rien. Politiquement, je vais dire. Dès qu'ils vont sortir, ils vont raser les murs. Que les détenus et exilés politiques doivent se désolidariser. C'est pour cette raison. Ils doivent se désolidariser franchement du fourvoiement de Boni Yahi et de Nicéphore Soglo. Regardez dernièrement. C'est sur les mêmes bêtises reprennent. Bêtises reprennent. Vous avez vu des gens aller en plein marché. C'est pas comme ça. On fait soulever un peuple. C'est toute une organisation. C'est tout un savoir-faire.
Un peuple n'est pas une horde de moutons. C'est des gens réfléchis. Tant qu'ils ne sont pas déterminés, convaincus, motivés, intéressés, sensibilisés, aucun peuple ne se lève comme ça. Donc, les détenus doivent se désolidariser. Les exilés doivent se désolidariser. Franchement, du fouvoiement de Boni Yayi et de Nicéphore Sougou. Des agitations du parti Les Démocrates, ces agitations flatteuses, mesquines de certains responsables au sommet du parti Les Démocrates qui se servent abusivement de leur situation carcérale et de leurs conditions d'exilés politiques comme fonds de commerce à des fins politiques inavoués et malveillants contre leur vie, leur liberté et leur destin politique, en même temps qu'ils sapent les efforts de la lutte de résistance visant à faire reculer la dictature et la faire chasser. Quatrième point, le parti Les Démocrates a déjà scellé le sort des détenus et exilés politiques par la loi dite de suspension des peines. Cinquième, le parti Les Démocrates a déjà trahi l'intérêt général par la légitimation des dérives dictatoriales du pouvoir dit de la rupture. Sixième, et il ne reste qu'aux dirigeants de ce parti, accolés du pouvoir, écoutez bien, la justification des rentes politiciennes de plus de 4 milliards de francs CFA d'ici à 2026 en récompense de leur compromission. La seule chose qui reste à ce parti, c'est ça. Et vous allez les voir. Ils vont crier et peiner les gens. Ceux qui n'ont aucune expérience vont les suivre. Vous savez, à 3 ans de 2026, ils ont déjà positionné. Ils ont oublié les autres là. Ils vont oublier. Et ils vont vous dire, ça va commencer. Si nous devenons président, ils vont sortir. Et d'autres vont continuer. Ils ne deviendront pas président. Parce qu'ils ne peuvent pas. Ça ne se fait pas. Moi, j'étais jeune, et je vais conclure là-dessus. J'étais jeune. Dans les années 84, 85, 86, j'étais encore jeune. Et on a engagé cette lutte contre le PAPB. Nous étions fougueux, inconscients du danger que constitue une puissance publique, un pouvoir public. Et en 89, on nous a dit, c'est l'assaut final. Je ne sais pas si je trahis des secrets en disant ce que je vais dire. Nous étions organisés pour en découdre, advienne que pourra. Nous, on n'avait aucune conscience du danger. Mais on était décidés. Et ce qui s'est passé, quand nous évoluions vers la chute du PAPB, nous étions encore plus galvanisés. On a chassé Kérékou. Moi, j'étais responsable de la zone sud. On a chassé Kérékou. Et nos responsables, certains, nous ont dit, voilà ce qui va se passer. Arrivé à un moment donné, voilà ce que vous allez faire. S'il n'y a pas telle chose. Mais lorsque nos devanciers nous ont appelés pour dire, le général a abdiqué, il a reculé. Nous étions tellement contents. Tous ceux qui étaient autour de nous étaient tellement contents. Et on s'est approché pour dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ils nous ont dit, ça veut dire que le pouvoir qui est là a perdu son âme, a perdu sa virulence. Ce pouvoir est déjà tombé. Il faut aller ramasser. C'est là qu'il y a d'autres considérations que je ne peux pas dire. Choses là. La décrispation a permis à ce que ceux qui étaient exilés reviennent. Que ceux-là et Kérékou, qui avaient condamné certains à mort, s'embrassent, se serrent la main. Écoutons. Si aujourd'hui on parle de décrispation, c'est-à-dire ce soir par exemple, nous entendons que la décrispation sera amorcée et que les détenus politiques peuvent être libérés, les prisonniers peuvent venir. Qu'est-ce qu'il reste encore? Et si dans la foulée, on appelle à une réunion, à un dialogue national entre nous, qu'est-ce qu'il reste encore? Qu'est-ce qu'on cherche? Et que, à l'occasion de ce dialogue inclusif qui réunit tout le monde, nous nous mettons dans la disposition de nous pardonner, de nous sécuriser. Parce que le danger est de ne pas se sécuriser. Lorsqu'une personne seule dit « je vais me sécuriser » et que l'autre ne sera pas sécurisé, cette personne n'est pas en sécurité. Et ce que nous demandons, ce n'est que ça. Il faut que nous arrivions à une sécurité collective. Je fais une digression. Qu'est-ce qui crée des problèmes dans un pays dont je ne vais pas appeler? Mais c'est la question de sécurité collective. Je dois être en sécurité. Si je ne suis pas en sécurité, je ne vais pas laisser l'autre en sécurité. La fausse sécurité, c'est ça que nous devons chercher. À cause du dégât qu'il y a eu, le pouvoir de Talon a fait tellement de dégâts qu'il n'y a aucun intérêt pour ce pouvoir de s'occuper de sa seule sécurité, comme il n'y a aucun intérêt pour quelqu'un qui se dit de l'opposition
que c'est sa seule sécurité au détriment des autres. Non, c'est faux. Voilà un peu le tour d'horizon que nous avons essayé de faire avec vous, en concluant en disant que les circonstances de cette piteuse contre-promission étant devant nous, parce qu'il faut que nous reprenions le thème. Le thème, c'est situation des détenus et exilés politiques, responsabilité et conséquences de la compromission. Nous avons vu les conséquences devant nous. Et nous savons que nous ne sommes pas sortis de l'auberge avec ces conséquences. Nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Nous avons vu d'autres aspects des conséquences. Les détenus et les exilés politiques ne sont pas sortis de l'auberge. Tout ce qu'on fait tapage, c'est zéro. Et je félicite le parti Restaurer l'Espoir. Parce qu'à grand propos, nous avons fait quelque chose qui continue de les poursuivre comme l'œil de Caïn. Nous avons dit, vous ne pouvez rien faire. Vous avez menti pour avoir des voix. Vous avez menti. Vous devez justifier. Ils ont commencé par parler. Donc, les conséquences sont devant nous. Les responsabilités sont situées. Je vous dis le nom des responsables. J'ai cité. Les partis politiques, j'ai cité. C'est heureux. Nous ne sommes pas dedans. Nous avons dit, voilà ce qui va vous arriver. Et nous en sommes là. Maintenant que les conséquences sont là, maintenant que les responsabilités sont situées, qu'est-ce qui reste? Il incombe à chacun de choisir son camp. Nous ne pouvons pas être en train de défendre des gens qui sont en train de soutenir ceux qui les détruisent. Vous dites que vous êtes des prisonniers. Nous sommes en train de vous défendre. D'autres sont allés vous sacrifier sur l'autel de leurs intérêts. Vous soutenez ces personnes. Au nom de quoi nous allons continuer? Nous vous demandons maintenant de rompre le cordon avec ces personnes. Parce que ces personnes vous prennent comme des fonds de commerce. On fait des flatteries, on donne des noms jusqu'à donner des noms bizarres. On invente des prouesses, sachant pertinemment qu'on est en train de flatter des gens. Et qu'on est en train de vivre du malheur, de se sucrer sur le dos du malheur d'autrui. Il appartient à chacun de choisir son camp. Parce que, dit-on, l'esclave qui refuse d'assumer sa révolte est indigne qu'on s'apitoie sur son sort. C'est sur ces mots que, confiant en ce que c'est le peuple qui libère le peuple, nous lançons un appel à une vigilance plus accrue au peuple béninois résistant debout. Victoire au peuple béninois résistant. Vive la République. Je vous remercie de votre attention.